Bonjour, je présente aujourd'hui la 18e vidéo de mon programme pour l'élection présidentielle, celui du Rassemblement pour la démondialisation. La vidéo d'aujourd'hui s'intitule « Sortir unilatéralement et immédiatement de l'euro, revenir au franc ». Elle se trouve dans la partie 3 de mon programme et cette vidéo fait partie d'une série de vidéos qui ont montré les différentes mesures à prendre pour sortir de l'euro et de l'Union européenne afin de pouvoir créer un vrai plein emploi de qualité, sans précarité, etc. La numéro 15 traitait du contrôle des changes et des mouvements de capitaux, la numéro 16 traitait de la reprise en main de la Banque de France, la numéro 17 traitait de l'annulation de la dette publique. Il ne peut y avoir de politique favorable au peuple, aux classes dominées avec l'euro. Avec la monnaie unique, comment imaginer qu'une politique économique répondant aux besoins de la grande majorité de la population soit possible, puisque la politique monétaire, via la Banque centrale européenne, est statutairement indépendante de tout pouvoir politique et donc de toute pression démocratique. Mais si la BCE, la Banque centrale européenne, est hors de tout processus démocratique, elle est en revanche dépendante des puissances financières, dirigées uniquement par des agents directs des marchés financiers, tous imbibés de néolibéralisme. Comment parvenir à mener une politique favorable au peuple alors que l'élément le plus important de la politique économique, la politique monétaire, resterait aux mains des néolibéraux ? Comment briser la domination des marchés financiers alors qu'ils resteraient maîtres de la Banque centrale ? Sortir de l'euro, c'est sortir de l'ordre monétaire néolibéral. C'est redonner au peuple le contrôle de la politique monétaire. C'est rendre de nouveau possible une politique économique digne de ce nom. Les citoyens peuvent parfaitement s'approprier les grandes logiques et mécanismes de la politique monétaire pour comprendre ce qu'il faut faire et comprendre ainsi comment utiliser ce levier si puissant pour la transformation sociale. On ne peut pas laisser croire que la politique monétaire n'aurait pas de sexe et qu'elle ne serait ni en faveur des classes dominées, ni en faveur des classes dominantes. Il faut montrer patiemment ce qu'il est possible de faire concrètement pour sortir de la crise et vaincre la fatalité. Une opération permanente d'affolement de la population est en cours sur l'euro. Elle est menée par ceux qui étaient pour le oui au référendum de 1992, le traité de Maastricht, et de 2005, le traité constitutionnel européen. Et même parfois par des partisans du non, au Front de gauche, à la France insoumise, au PCF, au PG, au NPA. Ils utilisent les mêmes arguments fallacieux que ceux du oui à l'époque. En 1992, les partisans du oui disaient que ce serait la catastrophe de ne pas voter pour le traité de Maastricht et la monnaie unique. En 2005, ils affirmaient que ce serait l'explosion de l'Europe si on ne votait pas pour le projet de constitution européenne. Aujourd'hui, les mêmes et d'autres soutiennent que ce serait le chaos si un ou plusieurs pays quittaient la zone euro. L'un des présupposés théoriques, avec des guillemets, ayant conduit à la création de l'euro et à sa gestion par une banque centrale européenne indépendante, se trouve à l'article 120 du traité de Lisbonne. Voilà ce qu'il dit. Les États membres et l'Union agissent dans le respect du principe d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre, favorisant une allocation efficace des ressources. L'expression « allocation efficace des ressources » reprend mot pour mot la pseudo-théorie néolibérale de l'efficience des marchés financiers. D'après cette pseudo-théorie, il est urgent de développer les marchés financiers et de les faire fonctionner sans entrave, comme ils disent, avec le minimum de réglementation. Pourquoi ? Parce qu'il serait, contrairement à l'État, le seul mécanisme d'allocation efficace du capital.
Autrement dit, il serait capable de distinguer les bons projets à financer en évitant les gaspillages de ressources financières. Toutes les politiques menées par l'Union européenne reposent sur ce mythe idéologique. C'est pourquoi la libéralisation des marchés de capitaux a été organisée au sein de l'Union européenne par des directives afin de construire un marché financier mondialement intégré. Du coup, il fallait que l'euro concurrence le dollar. La construction européenne a donc été subordonnée à ce but, attirer vers les marchés financiers européens les capitaux libres recherchant à l'échelle de la planète une rentabilité maximale et à très court terme. C'est cet objectif qui explique la poursuite systématique d'une politique de taux de change élevés, appuyés sur des taux d'intérêt structurellement supérieurs à ceux des États-Unis. L'euro était le vecteur permettant la libre circulation des capitaux. Il n'est pas un bouclier anti-spéculation, comme on l'a dit. Il est conçu au contraire pour attirer la spéculation. Les oligarques européens ont donc fait des marchés obligataires, principalement celui de la dette des États, les surveillant en quelque sorte des politiques publiques. Le raisonnement est simple. Les marchés financiers, surtout le marché obligataire, n'aiment pas les pays trop endettés, car ces dettes peuvent les conduire à ne plus pouvoir ou vouloir les rembourser. Pour continuer à acheter la dette des États, les investisseurs, c'est-à-dire les spéculateurs, vont donc demander des taux d'intérêt plus élevés afin de rémunérer leurs risques. Conséquence, si les États veulent emprunter à des taux d'intérêt raisonnables, ils devront réduire leurs dettes en abaissant les dépenses publiques, principalement les dépenses sociales. La meilleure discipline, entre guillemets, pour contrôler les dépenses publiques, c'est-à-dire les dépenses sociales, est donc le marché à leurs yeux, à condition qu'il soit totalement dérégulé, qu'aucune intervention extérieure, en particulier des États, ne puisse venir perturber son équilibre spontané. L'euro, en facilitant la circulation des capitaux au sein de la zone, sans risque de change, servait cet objectif. Cette garantie de contrôle des politiques publiques par les marchés financiers était la seule pouvant rassurer l'Allemagne pour abandonner le mark sans devoir s'en remettre à de simples engagements par traité. C'est la règle des 3% de déficit budgétaire maximum par exemple. L'Allemagne préférera donc abandonner l'euro plutôt que de renoncer à cette architecture institutionnelle qui soumet impérativement les budgets publics aux marchés financiers dans la zone euro. Et sur ces questions monétaires, c'est la très grande majorité du peuple allemand qui soutient cette intransigeance, gauche et droite confondues. Ceux qui rêvent de transformer l'euro de l'intérieur sont donc complètement irréalistes ou se moquent du monde, ce sont des imposteurs. Par ailleurs, pour compenser le renchérissement des produits fabriqués dans la zone euro face à leurs concurrents de la zone dollar et des pays émergents, en raison de l'euro fort, les entreprises de la zone euro ont été volontairement poussées à exercer une pression sans cesse croissante sur les coûts salariaux et sur l'emploi. Les délocalisations ont ainsi été encouragées. Un gouvernement voulant défendre les intérêts du peuple ne pourra pas y parvenir si la politique monétaire reste aux mains de la BCE. Sortir de l'euro de manière unilatérale et immédiate est la condition absolument nécessaire, indispensable, urgente pour pouvoir mener une politique favorable aux classes populaires et moyennes. L'euro, comme monnaie unique, regroupant des pays au niveau de développement disparate, est en crise permanente. Sa dislocation est inscrite dans ses gènes. Les pays connaissant un déséquilibre de leur balance des paiements, de leur balance commerciale, contrairement aux techniques habituelles qui ont fait leurs preuves, ne peuvent plus dévaluer leur monnaie afin de redresser leurs comptes extérieurs,
en augmentant leurs exportations et en ralentissant leurs importations pour revenir à l'équilibre commercial. Ils se sont alors tous mis à organiser la déflation salariale à grande échelle, y compris l'Allemagne, qui est pourtant le seul pays à profiter structurellement de l'euro, avec un excédent commercial atteignant autour de 200 milliards d'euros par an depuis plusieurs années. C'est pourquoi l'euro est une arme de destruction massive de l'emploi et des salaires. La sortie de l'euro permettra d'éviter que les économies européennes continuent à se mener une concurrence destructrice par la baisse des salaires. Dès lors, les gains de productivité, particulièrement en France où elle est très forte, pourront être répartis pour les salariés. Cette possibilité retrouvée des dévaluations et du protectionnisme national est systématiquement caricaturée comme un instrument de concurrence, d'autarcie, voire de guerre européenne. Certes, il peut y avoir une politique protectionniste strictement concurrentielle et des dévaluations compétitives, comme parfois nous en avons connu dans le passé, les deux ne servant qu'à protéger les capitaux nationaux. Mais c'est aussi la seule possibilité pour permettre une coopération économique et commerciale internationale hors de la concurrence obligatoire des traités de libre-échange, comme le montre l'exemple de la coopération des pays progressistes d'Amérique du Sud. Le protectionnisme, maintenant diabolisé à droite comme à gauche, est simplement la seule possibilité de maintenir l'autonomie des règles sociales, salariales, sécuritaires, fiscales, environnementales de chaque pays, en dehors de la seule concurrence basée sur les prix les plus bas imposés par le libre-échange. C'était la règle avant les traités et les institutions supranationales qui ont supprimé l'autonomie politique des peuples. Concurrence ou coopération redevient alors le choix de chaque nation dans un régime protectionniste. La concurrence par le bas est par contre la seule possibilité en régime de libre-échange, imposée par les institutions supranationales néolibérales. L'Union européenne en est l'exemple le plus spectaculaire, le plus efficace. Le libre-échange garantit comme seule liberté celle des actionnaires et des multinationales, et supprime celle des peuples. Le protectionnisme est en fait le synonyme de retour du politique et des processus démocratiques. Les normes contraignantes, c'est-à-dire les lois, peuvent de nouveau aller dans le sens des débats démocratiques internes aux nations. Les frontières économiques garantissent alors le résultat de ces débats en rétablissant les conséquences sur les différentiels de prix provoqués par les différences de situation de chaque pays, sans pour autant supprimer les échanges commerciaux, bien entendu. En vieux français, être franc signifie être libre. Dans un régime démocratique, le pouvoir de battre monnaie doit être confié aux élus du peuple. Car battre monnaie signifie la possibilité de définir une politique monétaire qui servira à financer la politique économique. Comment un gouvernement favorable au peuple pourrait-il accepter la dictature monétaire exercée actuellement par les marchés financiers, qui, en rendant indépendantes les banques centrales des pouvoirs publics, les ont en réalité retirées des mains du peuple? Refuser de sortir de l'euro, c'est refuser de redonner le pouvoir monétaire au peuple. La monnaie et la politique monétaire font partie d'un ensemble plus vaste, qui est celui de la politique économique. On trouve aussi dans la politique économique générale, la macroéconomie comme on dit, la politique fiscale, celle du commerce international, la politique industrielle, la politique budgétaire, etc. Une politique économique, dans toutes ses composantes,
ne peut pas être neutre, pour une raison très simple. Toute politique économique a deux conséquences principales immédiates, l'une sur l'environnement et l'autre sur le partage des richesses. Les conséquences de la politique économique sur l'environnement dépendront bien sûr des choix implicites ou explicites faits par un gouvernement, par exemple en matière de commerce international. Si l'un des objectifs de cette politique économique est de développer le commerce international, la conséquence immédiate sera la dégradation de l'environnement et l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre. La seconde grande conséquence d'une politique économique concerne le partage de la richesse produite, de la valeur ajoutée. Là aussi, de manière implicite ou explicite, il y a toujours un choix qui est fait entre le travail et le capital privé. Soit la politique économique va conduire à une limitation des revenus et de l'accumulation du capital pour favoriser le travail, soit elle se fixera une priorité inverse pour favoriser le capital. On comprend dès lors que le partage d'une monnaie unique entre plusieurs pays doit résulter d'un accord profond sur la politique économique et le choix de société qu'elle traduit. Or, dès le départ, l'euro a réuni des pays aux caractéristiques économiques et aux projets politiques très différents. Les écarts se sont ensuite creusés du fait des politiques menées qui ont été non seulement divergentes mais contradictoires. La logique structurelle de la monnaie unique, l'euro, s'est appliquée, interdisant la coopération, les aides d'État compensatrices, les transferts massifs qui seuls auraient pu harmoniser progressivement les très grandes disparités socio-économiques des pays de la zone. Elle a imposé mécaniquement la concurrence et a donc favorisé les forts en affaiblissant les faibles tout en tirant toutes les normes vers le bas. Ainsi, les dirigeants allemands, d'abord les sociodémocrates alliés aux Verts, puis les conservateurs avec Mme Merkel et puis les deux ensemble, ont-ils mené la même politique économique, visant à donner la priorité aux exportations dans la zone euro et la déflation salariale. Ils ont déshabillé Pierre, c'est-à-dire les autres pays de la zone euro, pour habiller Paul, la classe dominante allemande. Sortir de l'euro ne se fera pas du jour au lendemain, mais en quelques semaines, ou tout au plus quelques mois. Personne ne sera surpris, puisque cette décision résultera d'un processus démocratique plus ou moins long de délibération publique avant l'élection d'une majorité qui y soit favorable. Tous les agents économiques, à l'échelle planétaire, anticiperont la sortie de l'euro de tel ou tel pays. Sauf évidemment si la zone euro explose brutalement, ce qui n'est pas à souhaiter car on répond toujours moins bien aux problèmes non anticipés qu'à ceux auxquels on réfléchit depuis longtemps, quoique maintenant on ne sait plus très bien. Par ailleurs, sortir de l'euro ne présente aucun risque d'isolement de la France, pour ne prendre que son exemple. Les 3 pays de l'Union européenne qui ont refusé d'entrer dans l'euro, je rappelle le Royaume-Uni, la Suède, le Danemark, ne sont pas isolés. Leur situation économique et sociale, à maints égards, est même moins calamiteuse que celle des pays de la zone euro. Pourquoi la France serait-elle davantage isolée que ces pays si elle sortait de l'euro? Si la France sortait de l'euro, un effet d'entraînement serait provoqué. Sur le plan politique, des partis, des syndicats, des mouvements divers pourraient vérifier par l'expérience de la France que sa sortie de l'euro n'a pas provoqué le déluge qui terrorisait certains. Bien au contraire, la France diminuera son taux de chômage et fera repartir son système de protection sociale en annulant toutes les directives européennes et lois nationales qu'il avait démantelées. Les forces politiques défendant cette stratégie prendront de la vigueur en Europe. Des coalitions se formeront, pouvant devenir majoritaires.
Des victoires électorales ne seront pas à exclure dans tel ou tel pays. Il faudra annoncer la non-convertibilité de la monnaie nationale. Une monnaie est dite convertible lorsqu'elle peut être achetée et vendue sans restriction contre une autre monnaie. C'est le libre-échange de la monnaie qui est un sous-ensemble de la libre circulation des capitaux. Une monnaie peut être déclarée non convertible dans d'autres monnaies en raison de décisions gouvernementales. Selon les normes du Fonds monétaire international, on distingue 4 niveaux de convertibilité d'une monnaie. Premier niveau, la convertibilité totale. Elle correspond à l'absence de toute restriction sur l'échange, les opérations commerciales, les transactions invisibles et les mouvements de capitaux. Petite précision, les transactions invisibles sont une notion de comptabilité nationale dans laquelle se trouvent les services importés et exportés, comme par exemple les revenus issus du tourisme. La balance des invisibles sert à calculer la balance des biens et des services. La convertibilité est donc possible, dans ce cadre, dans toutes les monnaies. Deuxième niveau, la convertibilité relative. Il n'y a pas, dans ce cas, de restrictions sur l'échange, mais des restrictions sont possibles sur les opérations commerciales, les transactions invisibles et les mouvements de capitaux. La convertibilité n'est donc pas garantie pour toutes les monnaies. Troisième niveau, la convertibilité limitée. Il existe dans ce cas des restrictions sur l'échange et sur les opérations commerciales. Des restrictions sont également possibles sur les transactions des invisibles et les mouvements de capitaux. La convertibilité est possible avec un ensemble limité et défini de monnaies, par exemple le franc CFA ou le rouble. Et puis le dernier niveau, l'inconvertibilité totale. Il existe alors de nombreuses restrictions sur l'échange et les opérations commerciales, de très larges restrictions sur les transactions invisibles et les mouvements de capitaux, pas de convertibilité avec d'autres monnaies. La France, dans le schéma que je propose, dans un premier temps, devra choisir la non-convertibilité totale. Cependant, choisir la non-convertibilité de la monnaie ne signifie pas empêcher le tourisme, ni le commerce international, bien sûr. Les résidents français voulant voyager à l'étranger pourront évidemment disposer des devises nécessaires, quel que soit le pays de leur destination. Même chose pour les touristes étrangers venant en France, qui disposeront des francs dont ils auront besoin. Même chose encore pour les entreprises françaises qui voudront importer en payant dans la monnaie du pays exportateur, qui disposeront des devises nécessaires. En revanche, les opérations financières purement spéculatives seront privées de devises. Il faudra organiser la conversion des euros en monnaie nationale le jour et l'heure convenus. Ceux qui ont vécu le passage des monnaies nationales à l'euro se rappelleront sans doute qu'il s'est très bien passé, sauf bien sûr les augmentations des prix à la consommation qui ont suivi. Il n'existe aucune raison pour que le mouvement inverse, le passage de l'euro aux monnaies nationales et donc au franc, se déroule mal. Les actions suivantes seront engagées. Les salaires et les prestations sociales seront versés en francs. L'État paiera ses fournisseurs en francs. Les dépôts bancaires seront convertis pendant la nuit en francs. Les titres seront valorisés en francs, comme les contrats d'assurance. Les bilans des entreprises et des institutions financières seront immédiatement convertis en francs. Les personnes physiques pourront convertir leurs euros en francs dans les banques et retirer des francs dans les distributeurs de billets. Ces conversions seront l'occasion d'un examen de la situation fiscale des personnes physiques et morales, particulièrement dans les pays à faible organisation et pression fiscale, je pense à la Grèce. Le montant des sommes converties devra être en adéquation avec la profession des intéressés et leurs revenus déclarés, le chiffre d'affaires pour les entreprises.
L'euro sera alors interdit dans les transactions courantes. Il faudra préciser si une période de double monnaie est nécessaire pendant la phase de transition. Il faut fixer un cap. C'est la détermination avec laquelle on évoquera la perspective de la sortie de l'euro seule qui peut permettre de dédramatiser, d'acclimater les esprits, de rendre cette décision en quelque sorte banale et d'en dominer les différents aspects, qu'ils soient politiques, psychologiques, sociaux, médiatiques, financiers, monétaires, techniques. Voilà pourquoi il faut être clair sur la nécessité de la sortie de l'euro.